Ok, bonjour. Donc, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Alors, on va tenter maintenant de résumer tout ce que nous avons dit dans le développement à travers ces diapositives. Donc, en fait, c'est un résumé. Je pense que tout ce qu'on va dire ici, c'est pour juste vous montrer en image ce que on a dit de l'autre côté. Sinon, en réalité, tout a été entièrement développé dans les différentes vidéos passées. On va parler un peu d'agriculture hors sol et surtout hors sol et sous serre. On ne se limite pas simplement à l'agriculture hors sol, mais on va parler d'agriculture hors sol et sous serre. L'agriculture hors sol, vous savez, c'est une agriculture qu'on fait sur des substrats. C'est-à-dire que c'est une agriculture qui se fait en dehors de la terre, tout simplement. On isole les racines de la plante dans un environnement inerte qui ne conduit pas, qui n'a pas d'éléments minéraux, mais qui a un taux de rétention pour alimenter les racines hydriquement comme de manière minérale. Donc, du coup, c'est ce qu'on peut dire sur l'agriculture hors sol. Mais ici, l'agriculture hors sol ne va pas se limiter là. On va le faire isolé, encore une fois, dans un environnement. C'est-à-dire que les plants se feront maintenant dans un enclos qu'on appelle des serres ou abris. Donc, voici un peu agriculture hors sol, c'est de ça que nous allons parler. Donc, les abris, comme vous le voyez, ce qu'on appelle abris. Abris, ce sont des serres, tout simplement. Voilà, on crée un local dans lequel on va effectuer la culture, tout simplement. Donc, voici ce qu'on peut appeler agriculture hors sol. Voilà. Donc, ici, on va aussi, comme vous le constatez, l'historique de l'agriculture hors sol, je pense qu'on l'a déjà développé, on ne va pas revenir dessus. Il faut dire que l'agriculture hors sol vient pour tenter effectivement de lever un certain nombre de défis. C'est dû à un certain nombre de problèmes. Et à l'agriculture extérieure, à l'agriculture plein terre, qu'on a vraiment inventé cette agriculture hors sol. Du coup, aujourd'hui, cette agriculture hors sol est en train de prendre vraiment son envol. Et je pense que c'est le moment de vraiment s'intéresser à cette agriculture et surtout d'apprendre à faire cette agriculture parce qu'elle est beaucoup plus technique que tout simplement et qu'elle a besoin de beaucoup de connaissances, beaucoup d'apprentissage et d'expérience effectivement pour réussir cette agriculture. Comme je l'ai dit, c'est une agriculture où l'environnement, son environnement naturel va être créé par nous-mêmes et du coup ça demande vraiment qu'on ait une connaissance vraiment appropriée pour cette agriculture. L'agriculture, comme je l'ai dit, qui se fait en réalité sur des substrats. Le substrat, effectivement, c'est une matière inerte, c'est une matière neutre qui n'a certainement pas d'éléments minéraux en réalité, même s'il y en a, c'est à très faible quantité, et du coup, qui va être un support, bien évidemment, pour la culture. C'est dans ça, les racines vont se fixer, les racines vont s'entremêler dans cette fibre de coco, dans cette substrat, et du coup, qui va servir maintenant de support tout simplement pour cette culture. En termes de substrat, on a plusieurs sortes de substrats. Les substrats, on a les substrats qu'on a développés dans l'autre côté. On peut avoir des fibres de coco, on peut avoir des tubes de coco, la sciure de bois, les coques d'arachide, les tubes de maïs, tubes je dirais, les billes de bois, son de riz, tout ce que vous connaissez, même son de maïs, tout ce que vous connaissez, tout ce qui peut, je vais dire, retenir de l'eau et les éléments minéraux peut servir bien évidemment de substrat pour l'agriculture. Même les graviers, même les sables fins, tout ce que vous connaissez peut servir de substrat pour effectivement pour la culture hors sol. Bien. Aussi, comment on peut fabriquer traditionnellement le substrat? En général, il y a des machines, comme vous le voyez, on peut avoir des machines. Il faut dire que c'est ce que vous voyez là, les coques là, qui deviennent encore le substrat. Lorsque l'arachide frais, lorsque vous taillez, tout ce qui est dessus, voilà, c'est ce qu'on jette là. C'est ce qu'on met dans ces machines-là. Quand on met dans la machine va tenter de broyer, sortir les fibres de coco et ensuite les tourbes de coco. En général, les tourbes de coco servent en général pour les pépinières et les fibres mélangées à des pourcentages bien appropriés et va servir bien évidemment pour la plantation en tant que telle. Voilà, donc chacun a son rôle, mais les fibres de coco, fermez la porte là. Les fibres de coco va servir effectivement, le tourbe de coco va servir effectivement pour les pépinières et le mélange de tourbe et fibres va servir pour la plantation proprement dite. Alors, on va aussi parler lorsqu'on veut faire cette agriculture, bien évidemment, il faut savoir qu'il y a des endroits
il faut choisir pour faire cette agriculture. Donc, par ricochet, si tu ne le fais pas à des endroits appropriés, il va y avoir des soucis hein, pour faire cette culture-là. C'est pourquoi il est bon de faire le choix, de faire un bon choix hein, au niveau de votre terrain. J'ai fait l'exprès de faire des propositions de choix. Comme vous le constatez, ici, j'ai fait une proposition 1 où on a une jachère tout simplement. Proposition 2, on a une jachère et une route à côté. Et proposition 4, 3, il y a une forêt carrément. Vous convenez avec moi que lorsque vous voulez faire une agriculture, bien évidemment, comme ça, il faut que ça soit dans un coin accessible, facile à manipuler, facile à aménager. Donc, si on a déjà un endroit pareil, on peut facilement choisir une jachère pour le faire parce que ça sera facile à aménager. Ici, l'idéal ici, la différence ici, au point 2, c'est qu'en dehors du fait que ça soit une jachère, mais c'est aussi juste à proximité d'une grande route où on peut facilement accéder et sortir facilement. Donc, si vous avez un terrain qui est accessible, c'est encore plus intéressant. Ici, nous sommes dans une forêt amazonienne, une grande forêt, et vous convenez avec moi que pour aménager ce terrain, il sera difficile pour vous, un temps soit peu, de faire un bon aménagement parce que tout simplement, c'est lourd comme activité. Dans ce cas-là, il n'est pas dit que ce n'est pas approprié, mais les travaux seront lourds dans un premier temps avant de pouvoir, bien évidemment, mettre en pratique, mettre en œuvre votre culture. Alors, on va continuer dans l'itinéraire technique. On parle maintenant de la préparation de votre site. Et lorsque vous finissez d'avoir un site pareil, il va falloir maintenant passer à ce qu'on a la préparation proprement dite de votre parcelle. Voilà, cette préparation va consister déjà à mettre le terrain nu et tout simplement à enlever tout ce qui est racine, de sorte à ce que le terrain soit vraiment accessible et facile à mettre en place notre serre, bien évidemment. Voici un peu un truc, voilà comment ce que peut appeler préparation de la parcelle. Bon, maintenant, on va parler maintenant à la pépinière. Comment réussir une pépinière? Regardez un peu. Ça, on a des alvéoles ici. C'est un alvéole de 200 trous. Il y a des alvéoles aussi de 50, de 200 trous, 225 trous. Mais ici, ce sont les alvéoles de 200 trous. Voilà, donc du coup, c'est dans ces alvéoles-là, comme vous le voyez, c'est dans ces alvéoles-là, on va faire les pépinières, bien évidemment. Donc voici ce qu'on appelle alvéole, tout simplement. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que les pépinières, on les fait dans les tourbes de coco et non pas dans les fibres de coco. On les fait dans les tourbes de coco ou dans les terreaux. En tout cas, il faut que la matière sur laquelle vous allez faire votre pépinière doit être fine, doit être beaucoup plus fine, de sorte à ce que ça puisse vraiment retenir l'eau conséquemment. Voilà, donc du coup, voici ce qu'on appelle tourbe effectivement, ou disons, on peut parler de tourbe aussi, on peut parler aussi tout simplement de terreau ou dans le cadre dans le cadre des pépinières tout simplement. Voilà, donc voici ce qu'on peut utiliser pour remplir les alvéoles. Maintenant, comment on remplit les alvéoles? Lorsque vous remplissez les alvéoles, évitez bien évidemment de tasser ça avec les mains. Hein, de tasser ça avec les mains, ce n'est pas conseillé. Donc, dans un premier temps, lorsque vous remplissez, vous soulevez légèrement, quand vous mettez dessus, vous soulevez légèrement et vous tapez légèrement contre le banc, la table, le rond de la terre, de sorte à ce que ça puisse rentrer naturellement, de sorte à ce que ça rentre naturellement. Ne prenez pas la main pour appuyer, pour qu'elle soit plus tassée. Ça ne sera pas très intéressant. Donc, vous pouvez le faire tout simplement en tapant légèrement pour que tout rentre tout simplement dans l'alvéole jusqu'en profondeur. Voilà. Maintenant, on va parler du sémi proprement dit. Voici, en tout cas, au niveau des alvéoles, on le fait avec délicatesse. Vous avez vos grains, quelle que soit la taille de votre grain, il faut le faire avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de sang-froid. Si ce n'est pas avec beaucoup de sang-froid, ça me semble difficile. Si vous n'avez pas le temps, c'est pourquoi il faut déléguer un pépiniériste tranquillement dans votre serre qui va jouer ce rôle-là de s'aimer à chaque fois, de faire le semis dans les alvéoles. En général, on décide de mettre un ou deux pour que si un ne marche pas, l'autre va prendre le relais. Mais l'idéal est que vous ayez dans chaque alvéole un plan qui a bien réussi, tout simplement, qui va faciliter un peu le développement en pleine terre ou bien dans la serre en réalité. Voici comment le faire. On peut le faire directement avec les mains, comme ici, comme vous le voyez sur cette photo actuellement. Tout comme on peut le faire avec un bois pointu, tout simplement avec un bois, on creuse légèrement, on le met à l'intérieur. Tout comme vous voyez, on peut le faire facilement avec les mains, tranquillement. Ce n'est pas aussi compliqué comme vous le pensez. Alors, une fois la pépinière effectuée, on va penser maintenant à la fertilisation, à l'arrosage et la fertilisation. Comme vous le voyez au niveau des alvéoles,
n'inondez pas, le terreau. Vous allez avoir une petite pompe, un petit pulvérisateur à pompe que vous allez prendre juste pour mettre des fines d'eau régulièrement, matin, soir, des très fines d'eau malgré le soir sur les pépinières, sur les plants, sur les alvéoles. Évitez de les inonder d'eau. Il faut mettre juste des fines d'eau, ça suffit largement pour faire pousser. Mais maintenez ça humide tout simplement. On n'a pas dit humide ne veut pas dire inonder. Humide ne veut pas dire mettre une quantité d'eau exagérée. C'est juste humide, c'est tout. C'est ça humide tout simplement. Maintenant, quand vous finissez l'arrosage, comme je l'ai dit, faites mettre les fines d'eau chaque fois, deux fois par jour, de très fines d'eau. Ensuite, on va parler maintenant de ce qu'on appelle la fertilisation foliaire. Je vous ai dit, lorsque on va faire une fertilisation foliaire, ça consiste tout simplement à mettre de l'engrais organique, pardon, de l'engrais minéral, ou pardon, de l'engrais foliaire tout simplement, et vous pulvérisez sur les feuilles. On le fait le 8e jour après semis, on le fait aussi le 15e jour après semis, on le fait le 22e jour après semis pour les plants de 3 mois, et on le fera aussi le 29e jour après semis pour les plants de 4 mois, et va voir pourquoi pas le 40e jour après semis pour les plants de 4 mois. Aussi les plantes vont aller jusqu'à 45 jours pour les aubergines et souvent les piments. On peut aller jusqu'à 40 jours, on va faire une pulvérisation au 40e jour, ça aussi c'est pas exclu. Le traitement peut être bio, tout comme ça peut être, je vous ai dit, l'agriculture hors sol sous serre n'est pas forcément minéral, n'est pas forcément organique, n'est pas forcément biologique. Il faut comprendre cela. Donc le traitement phytosanitaire pour contrôler les parasites peut être chimique, peut être un traitement foliaire tout simplement à partir d'un insecticide, d'un fongicide et même d'un acaricide, juste pour prévenir les plants de toute maladie. Donc il faut le faire effectivement au minimum 2 fois avant de repiquer. Au moins 2 fois ou à 3 fois, ça dépend de la longueur ou bien du temps mis pour la maturité des plants. Aussi, on peut aussi, une fois qu'on a fini, une fois qu'on a fait tout, on a traité correctement, on va voir que les plants vont grandir. Maintenant, ici, on parle maintenant du repiquage en tant que tel. Il faut pouvoir l'enlever. Comment l'enlever? Regardez-moi le doigt de la personne qui est ici. Vous allez voir que son doigt est resté en bas. Si vous regardez bien, regardez là, voilà, son doigt est en bas. Donc, pour enlever la mode de terre, tout simplement, il y a un trou en bas de l'alvéole. Et en général, on met un trou en bas de l'alvéole pour que l'eau qui va rentrer puisse circuler, puisse continuer. Donc, il va prendre son doigt, on prend le doigt et on pousse légèrement et la mode de terre sort avec les racines tout simplement. Donc, quand il pousse, comme vous le voyez, il pousse calmement et la mode de terre sort. Il récupère la mode de terre et il va maintenant procéder maintenant. Voici la mode de terre qui est récupérée ici. Et il va procéder maintenant. Ici, voici un pied de chou qui est ici. Il a déposé. Voilà, voici la mode de terre avec les racines. Les petites racines, les racines secondaires, tertiaires qui sont dessus. Voilà, c'est cette mode de terre-là va être plantée. Et évitez de planter nu. Et surtout lorsque ça est dans les fibres de coco ou tubes de coco. Parce que là, les racines ne vont pas sortir très vite pour s'alimenter. Parce que le tube de coco ne peut pas vraiment pas tasser, on le dépose avec les alvéoles et la mode de terre tout simplement. Donc évitez de dénuder les racines sur la chose, sur la mode de terre, sur la plante, sinon vous risquez de perdre votre culture. Voilà, donc on va passer au repiquage. Comme vous le voyez, et les sachets, ici ce sont les sachets Coco Sol que vous voyez ici, publicité gratuite. Ce sont les sachets, en général on parle de sachets anti-UV. Bon, donc du coup, je pense que ce sont des sachets qui sont aussi recommandés. Sinon, on peut le faire dans seau, on peut le faire dans des seaux, on peut le faire dans n'importe quel support que vous avez, des sacs vides. Bon, on peut le faire, nous, on le fait, ça réussit très bien. Donc, on peut le faire dans des seaux, dans des sacs vides, dans des sachets noirs, tout ce que vous connaissez, on peut le piquer dedans. Donc, vous soulevez tout simplement, comme vous le voyez là, et vous le mettez calmement dans le sac. Tout simplement, vous tentez de creuser un trou dans le sac, vous le déposez dedans, puisque ce n'est pas une terre pour qu'on va tasser. Vous le posez dedans, vous tentez d'agencer ça tout simplement, et le repiquage est fait. Et puis bon, du coup, vous finissez par mettre de l'eau bien sûr, comme vous le voyez là. Le repiquage est aussi facile comme vous le pensez, pas aussi compliqué comme vous le pensez. Maintenant, lorsqu'on finit, bien évidemment, de faire, il faut entretenir. Il faut entretenir, l'entretien, ça compte beaucoup. Il faut comprendre que l'entretien va consister à faire des arrosages réguliers. En général, la plante a besoin de moins 0,6 litres d'eau par jour, 6 ml d'eau par jour, 0,6 ml d'eau par jour.
Et il faut procéder maintenant à ce qu'on appelle la fertilisation et les traitements phytosanitaires. Parce qu'on va tenter d'expliquer ça plus bas. Bon, comme je le dis, la quantité d'eau d'arrosage est de environ 60 millilitres, 600 millilitres, 600 millilitres, non, pardon, c'est ça, 600 millilitres, ça veut dire que tout simplement 0,6 litres d'eau par jour, voilà, 600 millilitres. Maintenant, on va passer maintenant à ce qu'on appelle la fertilisation. Au niveau de la fertilisation, il faut comprendre ceci. Il y a quand même, la première semaine, il y a le MAP. Il y a le MAP qu'il faut utiliser la première semaine. On a développé dans la partie explication de la formation. Voilà, il y a le MAP qu'il faut utiliser à raison de 0,6 et 0,16 grammes par plant par jour dans la première semaine. Ça, c'est la première semaine. Donc, on a le MAP dans la première semaine et le NPK 15 dans la première semaine. Là, on utilise 0,25 grammes par jour et par plant aussi également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 100 plants, tout simplement, vous allez multiplier vos 100 plants par 0,6 grammes et ça va faire, je crois, 1,6 grammes multiplié par 100, ça fait 16 grammes que vous allez mélanger dans un bol. Dans un bol, vous pouvez avoir des bols, disons des récipients dans lesquels vous allez bien évidemment mélanger vos différentes substances, ça veut dire que vos différents engrais. Il faut que chaque bol a son engrais. S'il y a 4 engrais différents, vous devez avoir 4 bols différents. Vous les mélangez correctement et après vous les introduisez maintenant dans le système d'arrosage tout simplement. Donc, si vous avez par exemple 100 plants ici, vous allez multiplier par 100, par 100, vous allez avoir 25 grammes. Les 25 grammes là, vous allez mélanger et vous allez introduire maintenant dans votre système. Faites attention, il n'y a pas tous les engrais qu'on peut mélanger qui va marcher. Donc, s'il y a lieu de faire des mélanges, faites attention pour ne pas que le mélange que vous allez effectuer là ne va pas être adapté à l'alimentation de la racine. Du coup, il y a des racines, il y a des plantes, il y a des perdre des substances, vous allez perdre de l'engrais gratuitement. Donc, vous pouvez les mettre séparément, de sorte à ce que l'alimentation soit correcte. Comme vous pouvez mélanger, par exemple, NPK avec le MAP et après, les autres là, vous pouvez les décaler. Donc, ça dépendra de vous. Si vous pouvez les mettre séparément, ce n'est pas que c'est conseillé. Là, chaque plante va s'alimenter de la nourriture qu'on lui a donnée. Et vous pouvez les mélanger aussi, il faut savoir les mélanger. Ensuite, la deuxième semaine, elle est aussi à alimenter chaque jour avec le MAP. Dans la deuxième semaine, 0,16 grammes par jour par plant. Et dans la deuxième semaine, 0,5 grammes et 25 grammes par plant par jour. Avec le nitrate, bien évidemment, de calcium. Mais là, maintenant, dans la troisième semaine, elle a accompagné maintenant du nitrate de potassium, de calcium, à raison de 0,15 grammes par plant par jour. Donc, comme je le dis, vous avez 100 plants. Ici, on va avoir 16 grammes, 25 grammes et 15 grammes. Donc, du coup, vous pouvez mélanger 25 grammes et les 16 grammes avec les 25 grammes et ensuite aller ajouter le calcium. Voilà, donc vous ne pouvez pas tout mélanger, vous pouvez le faire et ensuite ajouter l'autre. Dans la troisième semaine, on va aussi également le faire ajouter, on va apporter, là le MAP s'en va, là il n'y aura pas de MAP, le MAP c'est la deuxième, le troisième, la première et la deuxième semaine, là le MAP fonctionne. Maintenant, la troisième semaine, là le MAP disparaît. Là, ça sera maintenant le MPK 15 à raison de 0,25 grammes par plant par jour avec le nitrate de calcium qui diminue ici à raison de 0,20 grammes, 0,2 grammes au lieu de 0,25 grammes. Là, on mélange les deux tout simplement. Voilà. Maintenant, la quatrième semaine, ça sera maintenant, là, on va ajouter, bon, à partir de la troisième semaine, si les plants évoluent très bien, on peut déjà faire le tutorage. On va commencer déjà à faire le tutorage pour gagner du temps. Le palissade, tutorage, c'est la même chose. Maintenant, la quatrième semaine, il faut ajouter maintenant du terreau. Il faut ajouter maintenant du terreau. Il faut remplir. Plus souvent, lorsqu'on veut remplir les sachets, on vous dit de plier les bords du sachet et remplir à moitié. Et ensuite, l'autre moitié là, il faut maintenant venir compléter ça ici. L'autre moitié, là, on va compléter maintenant un peu pour augmenter le volume de sachet. Il faut comprendre que le volume de sachet va aussi être proportionnel à la quantité d'eau que la plante, à la quantité d'eau que le substrat va recueillir. Plus le volume est énorme, plus la plante, l'humidité au niveau de la serre, au niveau du substrat est énorme aussi également. Alors, plus la plante évolue, il faut que le substrat évolue. Parce que la plante, en évoluant, va demander beaucoup plus en termes d'aliments. Donc, du coup, il faut avoir un bon réservoir
pour pouvoir avoir beaucoup plus d'aliments, de sels minéraux qui vont être dans le substrat et beaucoup plus de quantité d'eau qui vont être dans le substrat. Il faut remarquer que le MAP s'en va toujours, le MPK à raison de 0,25 g par plant par jour et le NP à raison, l'azote et le potassium bien sûr, à raison de 0,14 g par plant par jour et le nitrate de potassium qui passe maintenant à 0,40 g par plant par jour, comme vous le constatez. Alors, on va s'arrêter sur la 4e semaine et on va revenir sur les autres semaines par la suite, dans la suite de la formation. Alors ici, on parle d'agriprenariat, aussi on parle de techniques de culture qu'il faut respecter pour mieux réussir vos différents projets agricoles. Alors, la formation va continuer et j'ai fait ces diapositives juste pour vous expliquer un peu certaines parties de la formation. Je vous ai dit que c'est très technique l'agriculture hors sol, c'est très technique l'agriculture hors sol et surtout l'agriculture hors sol sous serre. Très technique. Voilà, voici un plan que j'ai effectué. Je pense que je le fais en 2 vidéos ou bien 3 vidéos. De toute façon, vous allez avoir les 3 vidéos de toute façon. Voilà, donc on va continuer. Nous sommes maintenant dans la 5e semaine. Dans la 5e semaine, il faut maintenant avoir le NPK 15-15-15 toujours, à raison de 0,25 g par plant et par jour. Et le NP, l'azote et phosphore, à raison de 0,4 g par plant par jour. Et le nitrate de calcium, à raison de 0,4 g par plant par jour. Nous sommes dans la 5e semaine. Donc déjà, il est idéal de renforcer la résistance de la plante en apportant beaucoup plus de phosphore. Il est bon de renforcer les carences à venir en calcium. Parce que du coup, s'il y a une déficit, ça va provoquer ce qu'on appelle les pulls noirs. C'est pourquoi ici, vous voyez que déjà, on commence déjà à augmenter la quantité de calcium dans votre serre, au niveau de votre substrat, dans son alimentation. Et rien ne se fait de manière fortuite. Faites beaucoup attention, c'est très important. Faites beaucoup attention lorsque vous faites l'agriculture hors sol, et surtout l'agriculture hors sol. Et venez chercher le câble dans ma cour. L'agriculture hors sol sous serre. Où ils sont? L'agriculture hors sol sous serre. Faites beaucoup attention. Alors, dans la 6e semaine, il faut se comprendre que on va maintenant apporter encore de NPK 15-15-15 et aussi à raison de 0,25 g par plant par jour et du NP 0,4 g par plant par jour, de nitrate de calcium 0,4 g par plant par jour. Voilà ce qu'il faut comprendre ici. Avant de la 7e semaine, il faut déjà ajouter du substrat. Comme je l'ai dit, plus la plante grandit, plus on a besoin d'une quantité de substrat parce que tout simplement le volume doit augmenter pour que cela puisse emmagasiner plus d'humidité. Cela puisse regorger plus d'eau pour les céder maintenant aux racines et à la plante. C'est pourquoi il faut d'abord augmenter le substrat. À la 7e semaine, il faut augmenter le substrat qui est très important. Bon, maintenant au niveau des quantités, vous allez voir que ça va commencer à augmenter encore. Ici, il y a le NP, à l'azote et le phosphore qui va augmenter. Qui va augmenter à raison de 0, la résistance doit augmenter aussi également à raison de 0,5 g par plant par jour. Et ici, le nitrate reste tel 0,4 g par plant par jour. On passe maintenant à la 8e semaine. La 8e semaine, on n'augmente pas toujours l'azote et le NPK 15-15-15 va rester tel 0,25 g et le NP va rester à 0,5 g et le nitrate de calcium va rester à 0,4 g. Là, ça ne change pas. Bon, on va passer au diapo suivant. Le diapo suivant, on va maintenant passer à la 9e semaine. À la 9e semaine, le NP, on n'a plus le NPK, on a maintenant parlé maintenant de NP qui a 0,5 g et le nitrate de calcium qui a 0,5 g. Comme vous le voyez, ça sera indemne de la 11e semaine, de la 9e semaine à la 12e semaine.
Voilà, de la 9e semaine à la 12e semaine, c'est le même 0,5 g qu'il faut respecter durant toute cette période, tout simplement. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'il faut retenir ici au niveau du plan de la fertilisation que vous devrez respecter dans votre serre lorsque vous voulez faire l'agriculture hors sol sous serre. Voilà. Alors, tout cela se fait avec, on applique ça par ferti-irrigation, hein. On intègre dans le système d'irrigation et bien évidemment, l'alimentation va se faire aussi rapidement. Voici comment se fera, hein, bien évidemment, comment va se faire un peu la fertilisation de votre plantation. Bon, voici ce qu'on pourra dire sur la fertilisation. Maintenant, on va aussi faire des diapos sur aussi le système de phytosanitaire, hein, pour que vous puissiez mieux cerner, hein, l'agriculture hors sol sous serre, tout simplement. Merci encore une fois. À bientôt pour une autre vidéo.